me suis dit, cool, je vais pouvoir crier sur les gens qui sont racistes. Mais je m'étais jamais dit, et en plus tu vas être une bonne représentation d'un homme gay asiatique en France. Jamais je m'étais dit ça. Cette semaine, je suis trop content de laisser le micro à Alia Express. L'épisode est canon, sa parole est hyper riche et j'ai appris plein de choses. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, bonjour, je m'appelle Alia Express, comme le site internet, enfin le site de vente. Vous pouvez avoir 10% en utilisant mon code Alia Express sur AliExpress. Enfin, c'est pas vrai, mais c'est cadeau. C'est cadeau. Donc je suis une drag queen déjà asiatique, politisée, militante, mais surtout très très asiatique, je crois. Alors, je suis née à Paris, très exactement dans le 13e arrondissement, pour ne pas être absolument pas cliché. Et donc j'ai vécu à peu près toute ma vie à Paris et en banlieue parisienne. La culture queer je pense que la culture queer c'était, je sais pas si on peut appeler ça la culture queer, mais mes premiers émois c'était vraiment en regardant le câble et j'avais vu des épisodes de Queer as Folk. Ouais. Et je disais, peut-être que je suis un peu comme eux en fait, parce que ça m'émoustillait quand même beaucoup de les voir danser dans le générique. Et donc effectivement c'est là où je me dis bon d'accord, toi t'es gay. Effectivement, ça s'est un peu confirmé après. Et pour le drag, c'était, je pense, il y a dizaines d'années, un peu plus. Je surfais sur des sites pas forcément très légaux, et je cherchais des films pornographiques, mais c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé RuPaul's Drag Race. Donc on est arrivé super loin. En fait, quand vous cherchez genre little Asian slamming her pussy on the floor, tu vois, enfin genre tu tombes sur Jujubee qui fait des trucs par terre en fait. Donc du coup ça mène à d'autres choses. Mais c'était vachement mieux en vrai. Je connaissais le transformisme ou plutôt les acteurs qui se déguisaient en femmes, parce que ça c'est quelque chose de relativement commun en fait en Asie, enfin au Vietnam, en Chine, au Japon. Par exemple, je sais pas, il y a le film que j'avais regardé quand j'étais très très jeune, Adieu ma concubine, où en fait du coup il y a l'acteur principal en fait qui se travestit, mais ça c'est un rôle qu'il joue et c'est tout le film est là-dessus en fait et aussi sur ses amours. Bon, bref. Donc je l'avais découvert comme ça, mais le drag vraiment tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'était vraiment par Drag Race, je pense comme énormément de personnes aujourd'hui. Et ce qui était incroyable, c'était c'est la première fois que je vois une personne qui me ressemble à la télévision, parce que les acteurs, enfin, qui jouaient, c'était quelque chose d'autre, c'était un rôle. Mais là, c'était de la représentation d'un homme gay, asiatique, qui était, genre, here I'm queer and I'm proud, genre, je suis devant la scène, je vais dire de la merde pendant 1 heure, et les gens vont m'adorer pour ça. Et donc, ça, c'est clairement Jujubee, c'est vraiment ma drag queen préférée. Dans Drag Race. Et puis après, j'avais vu aussi Manila Zone parce que j'avais commencé par la 3e saison, puis après, je suis remonté un peu dans le temps pour découvrir les autres drag queens. Et j'ai toujours été très, très fasciné, en fait, par les drag queens asiatiques dans Drag Race, en fait. Parce que c'est vraiment des gens qui me ressemblent beaucoup. Et je me dis, bon, peut-être que je pourrais leur ressembler un peu plus. Peut-être que je pourrais être un peu plus vocale sur ce que je veux être, comment je veux paraître. Et mieux me définir aux yeux de la société en fait. Donc effectivement quand on voit Onjana qui dit devant tout le monde qu'elle est malade du VIH, c'était un courage incroyable que je connaissais pas du tout auparavant et ça m'avait beaucoup touché. Donc c'est vrai que en fait je pense que c'était vraiment une question de représentation pour moi.
avant de le côté divertissement. Si t'étais tombé sur Drag Race mais pas sur une drague asiatique par exemple, est-ce que ça aurait eu le même impact pour toi? Est-ce que tu te serais vu aussi à travers ces personnes? Absolument pas. Absolument pas. Je pense que le fait qu'elle soit asiatique, ça a tout changé, en fait. C'est de voir des personnes asiatiques, des hommes asiatiques gays qui font du drag, qui n'avaient pas peur, en fait, de se montrer à la télévision, ou aux yeux de leur famille. Bah, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Parce qu'en fait, en tout cas, je sais pas pour d'autres personnes asiatiques, mais je sais que dans ma famille en tout cas, on a toujours été très on a toujours été très pas renfermés, mais peut-être plus introvertis, introvertis, et on ne parlait pas forcément de ce qu'on ressentait les uns pour les autres, donc encore moins de notre sexualité. Donc de voir des gens qui pouvaient le faire, qui me ressemblaient, c'était quelque chose d'incroyable. Donc ça, j'avais 20 ans. Mais du coup, ça montre ça montre aussi, en fait, du coup, là, de par ton vécu, réellement, et pas de manière théorique, que, en fait, la représentation compte. Et ça, on y reviendra, ce sera des questions qu'on va aborder après. T'as découvert RuPaul, etc. Et donc, comment es-tu passé, j'imagine qu'il y a quand même un gap entre les deux, comment es-tu passé de simple spectateur à acteur dans ce domaine? Alors, il y a eu un gros gap parce que j'ai étudié comme un bon fils asiatique. J'ai fait mes études, je les ai finies, j'ai commencé à travailler, je suis devenu indépendant. Qui était du coup, on peut le dire, des études de médecine. Donc ce n'est pas le plus simple à faire. C'était un peu long, mais du coup après, en fait, c'est genre t'es asiatique, du coup tu peux montrer ta carte. Hey, je suis médecin. Du coup ta famille peut plus rien dire, c'est genre c'est bon, il peut faire ce qu'il veut. Mais ouais, c'est ma carte ultime Yu-Gi-Oh, tu vois, genre paf, comme ça, genre tiens. Et après, c'est une copine à moi qui me disait, mais tu savais qu'il y avait des soirées de drague à Paris? J'ai ah bon, genre il y a des drag queens à Paris qui regardent les mêmes choses que moi. J'ai waouh. Et en fait, donc cette copine-là, c'est Madame de Grognas, que tu connais peut-être, qui faisait pas de drague à l'époque et qui m'a dit bah viens, on va y aller. En plus c'est Halloween, il y a un concours à la mutinerie, il faut te faire du lip sync, je vais te maquiller, tu vas y aller. Et j'avais fait un lip sync nul sur Britney Spears Toxic, parce que pourquoi pas. Et c'était très drôle, en vrai c'était trop drôle. Et après il y a du temps qui est passé, et j'ai fait un atelier drague, et c'était avec Calypso. Elles m'ont dit, surtout Calypso qui a dit tous les trucs à ne pas faire sur le maquillage, parce qu'elle a vu mon teint horrible initialement. Et du coup, en fait, elle m'a appris à me maquiller, en tout cas, à vraiment peaufiner mon maquillage. Donc pour ça, j'y serai éternellement reconnaissant, évidemment. Merci Calypso, si tu es là. La première fois que je suis montée sur scène, j'avais pris le nom de Paris Baguette. Paris Baguette, qui est en fait une chaîne de pâtisserie coréenne, mais française, par des Coréens en Corée et au Japon. Et je trouvais ça super drôle, en fait, parce que ça faisait un peu genre Paris Baguette, tu sais, et ça me faisait rire. Et puis après, je me suis rendu compte, mais en fait, personne connaît ta référence, t'es trop bête. Et après, j'ai réfléchi un peu plus, j'avais mais en fait, tout mon drag vient d'AliExpress. et donc en fait, et après, j'ai changé mon nom, j'ai AliExpress. Et après, j'ai trouvé le nom quand même vachement drôle, et c'est resté. Bon, maintenant, ça devient un peu problématique parce que c'est pas très environnementalement friendly, c'est AliExpress, même si je continue à commander des petites choses dessus. Du coup, tu achètes tout ce qu'il faut pour ton drag sur AliExpress. Pourtant, moi, j'ai lu que pour tes costumes, tu récupérais aussi des costumes traditionnels de ta mère. Ouais. Ce serait de mentir que de dire qu'il y a que du AliExpress, même si de temps en temps, il y a plein de tenues que j'adore sur AliExpress. Mais j'adore récupérer les tenues de ma mère et de ma grand-mère. Pour les en fait que je retrouve dans leur grenier, dont elles ne se servent plus, et qui sont quand même vachement belles. Les premières performances, j'avais déjà commencé à parler de racisme, et c'est là où je me suis rendu compte que mon drag pouvait avoir une plateforme, en fait.
que je pouvais utiliser mon drag pour parler de quelque chose d'important, en tout cas important pour moi. Mais c'est surtout là où je me suis rendu compte que le drag était franchement politique, et qu'on pouvait être militant en le faisant. Et effectivement, au fur et à mesure que j'ai fait des performances, en fait, ça s'est accentué de plus en plus, parce que, en fait, c'est un peu comme, tu sais, enfin, c'est un petit peu, genre, tu sais, c'est comme un petit trou que tu débouches, et après, tu te rends compte que derrière le petit trou, en fait, c'est une cascade, en fait, et après, ça, il y a toute la diarrhée verbale qui sort de ma bouche, comme ça, genre, vous êtes tous racistes. On est tous racistes. Et en fait, on est tous victimes de ce racisme systémique. Et puis, en fait, ça c'est de pire en pire. Et en fait, maintenant, je n'arrive plus à m'arrêter. Parce qu'en fait, il y a trop de choses à dire. Parce que le racisme, finalement, c'est tellement large. C'est tellement présent dans notre vie quotidienne que je pense que on n'arrêtera jamais d'apprendre par rapport à ce que c'est le racisme. Il y a 10 ans, je pensais que le racisme, c'était les personnes qui criaient Shintok ou Ni Hao dans la rue. Aujourd'hui, je comprends que c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que le racisme, c'est pas en fait juste présent dans le cœur des personnes qui sont extrêmement mauvaises et méchantes. Non, en fait, le racisme, c'est quelque chose dans lequel on baigne tous. Et vraiment, il y a une structure à ce racisme. Il y a un système à ce racisme. Ça veut dire que c'est des individus qui se mettent dans un groupe entier, et ce groupe entier a créé, a monté des structures qui vont diminuer les chances, les possibilités des personnes qui sont racisées. C'est ça le racisme. C'est ce côté très structurel, très insidieux finalement. Et c'est pour ça aussi que c'est celui contre lequel on devrait se battre. Parce que si c'était juste le racisme, c'est l'extrême droite, ben en fait, on aurait plus de racisme depuis très longtemps. Mais non, le racisme, c'est plus insidieux. C'est un peu chez tout le monde, en vrai. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça que même aujourd'hui, dans un pays qui se dit issu du siècle des Lumières, enfin, on pourrait dire beaucoup de choses des Lumières d'ailleurs, que le racisme existe encore plusieurs siècles après, c'est parce que c'est intrinsèquement ça fait partie de notre société. Quand on parle de personnes racialisées, c'est bien une personne qui subit en fait les préjudices qui sont issus des races. Et quand on parle de race, bien sûr sociologique et pas de race biologique évidemment, mais évidemment que j'ai vécu et subi ce racisme et je l'ai intériorisé aussi. Et j'ai mis énormément de temps à le déconstruire. Ça veut dire que moi, à 20 ans, qu'on me voit comme le petit truc asiatique, ça me posait aucun problème. Mais c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'en fait, du coup, ça a joué sur mon image de moi-même et ma valorisation de moi-même. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à me défaire de cette image-là que j'avais, que ma valeur ne dépendait pas, en fait, d'une personne blanche. Ce dont je n'avais pas forcément conscience, en fait, à 20 ans. Mais quand tu commences à rentrer dans une communauté qui est censée être open et qu'en fait on dit, bah, ta place c'est ça. Tu te dis, bon, ok. Parce qu'en fait, à 20 ans, t'as rien compris, t'as rien lu, t'es pas éduqué. Et au fur et à mesure du temps, en fait, tu te rends compte que, mais c'est pas normal, en fait, que, je sais pas moi, que mes ex ne sortent qu'avec des personnes asiatiques, c'est pas normal. Genre, en fait, on n'est pas interchangeables, on n'est pas les mêmes personnes, on est des individus avec des caractères, avec des personnalités, des vécus différents, des choses à apporter différentes. Donc, ça ne marche pas comme ça. C'est pas juste une préférence. C'est du fétichisme. C'est vraiment quelque chose de systémique. C'est-à-dire, par exemple, Grindr. Le fait qu'on puisse avoir un filtre, juste un filtre de race, même s'ils ont dit qu'ils allaient l'enlever, ça fait 3 mois, ils l'ont toujours pas fait. Bah, rien que ça veut dire que c'est normal.
de pouvoir choisir les gens en fonction de leur race. Ça, c'est pas normal. Et ensuite, c'est par rapport à la représentation que les gens ont des personnes qui sont racisées. Par exemple, pour les personnes asiatiques, pour les hommes asiatiques, elles ont toujours été représentées, donc quand je dis représentées, c'est dans les médias, comme des personnes qui sont féminisées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est quelque chose qui est issu de la colonisation et des guerres en fait en Indochine, et du coup en fait c'était un moyen en fait d'exercer une souveraineté en fait des colons, de dire mais en fait le péril jaune c'est ça, c'est les hommes qui ne peuvent pas assouvir les désirs de leurs femmes, donc du coup on peut aller violer leurs femmes tranquillement. C'est des hommes qui ne sont pas des vrais hommes, donc du coup en fait ils ne peuvent pas se reproduire entre guillemets avec nos femmes blanches. C'est des hommes qu'on va pouvoir violer en disant que mais non, nous on n'est pas gays parce que c'est des femmes, c'est des sortes de femmes en fait. Donc du coup tout ça c'est vraiment des restes en fait de la colonisation. C'est ça le système, c'est ça que je dis quand c'est un truc complètement structurel, c'est quelque chose qui vient de l'histoire et qui est perpétué en étant de plus en plus normalisé aujourd'hui. D'ailleurs, on fait bien état ici que le racisme est partout et structurel, et même au sein du coup de la communauté drag et de la communauté LGBTQIA+. D'ailleurs, si je me trompe pas, t'as créé The Nice Show, qui est une soirée à Paris, en réaction d'ailleurs à une performance raciste d'une drag. Est-ce que tu peux en parler ? Effectivement, c'était vraiment en réaction, non pas rien qu'à ce blackface, parce que c'était beaucoup plus profond que ça. C'était quelqu'un qui faisait du blackface en se moquant des femmes noires, en faisant zouk machine avec un balai et en poussant des cris d'animaux. Et le pire dans l'histoire, c'était toutes les personnes autour qui soutenaient cette démarche-là. Et ça, pour moi, c'était pire que l'acte en soi, en fait. C'est de voir toutes les personnes que je pensais être safe, parce que issues de cette communauté qui est incroyable et love and peace, mais non, en fait, ces personnes-là étaient en train de soutenir cet acte en disant oh ouais, bah non. Non en fait. Et effectivement, quand on voit ces personnes-là aujourd'hui poster des carrés noirs sur Instagram, ça me met hors de moi. C'est quoi ça? Si tu dis, si tu acceptes les actes racistes de tes potes, me dis pas que tu es antiraciste. Ça commence par ça aussi, hein, l'antiracisme. Ça commence aussi à dire à tes potes, ce que vous faites, c'est de la merde. Ma première description, c'était mon drag, c'est comme un restaurant dans le 13e arrondissement. C'est vietnamien, chinois, coréen et japonais. Bref, c'est asiatique. C'est vraiment ce que c'est-à-dire que pour moi, le drag, c'est un travail de l'identité. Et du coup, mon identité, en fait, c'est ce que je projette aux gens, c'est ce que je travaille, mais c'est ce que je projette aux gens. Et la première chose que les gens voient, en fait, en me regardant, que ce soit en drag ou out of drag, c'est je suis une personne asiatique. Et du coup, effectivement, on est essentialisé très rapidement, en fait. Quand tu es une personne qui est racisée, tu es essentialisé. Genre, bah, t'es asiatique. Et donc, ce que tu vas faire, c'est, tu vas représenter toutes les personnes asiatiques. Et encore, je vais représenter toutes les personnes asiatiques du sud-est, en fait. Parce que je suis quand même relativement clair de peau. Quand je me suis rendu compte de ça, en fait, de l'image que je donnais, je me suis dit, ok, donc si vous me voyez comme ça, je vais jouer avec. Je vais jouer avec pour encore plus vous rendre confus sur mon identité. Et je vais piquer et mélanger toutes les cultures issues des pays dont vous pensez que je viens. Ça veut dire que je vais prendre des coiffures ou des accessoires qui vont être peut-être chinois ou japonais, des vêtements qui peuvent être des hanfu comme des kimonos ou des haozai qui sont des tenues traditionnelles vietnamiennes,
Je vais mettre peut-être des ongles qui sont des grands ongles issus des danses traditionnelles thaïlandaises. Et ça a donné un personnage, le personnage que vous croyez que je suis. Tout ça pour mieux le déconstruire après sur scène. Je vais pas vous faire une perf de K-pop ou de J-pop. Enfin, je parle pas ces langues, en fait. je parle vietnamien, donc du coup, j'arrive à faire des perfs en vietnamien, mais genre, j'ai essayé une fois de faire une perf en coréen, c'était l'enfer. Enfin, c'est vachement dur de faire une performance dans une langue que tu ne comprends pas, en fait, parce que tu peux pas mettre tes tripes dedans. Donc, vraiment, pour moi, c'était vraiment l'idée de déconstruire l'image que les gens avaient de moi. Et c'est pour ça que je dis toujours, je suis asiatique. Vous me voyez comme ça. Je pose déjà cette condition-là, en fait, avant qu'on se rende compte que je suis plus que ça. Pour moi, l'appropriation culturelle, ça ne s'est jamais arrêté, tout simplement parce que ça fait partie du racisme systémique qui est issu, en fait, de l'époque coloniale, où, en fait, pendant l'époque coloniale, on s'est permis, les personnes blanches se sont permis, en fait, d'aller voler dans d'autres pays. Donc, quand je dis voler, c'est voler des ressources. Et les ressources, ça peut être des ressources humaines, comme artistiques, comme financières. Et en fait, ça ne s'est jamais tellement arrêté. Ça s'est tellement normalisé que aujourd'hui, en fait, on pense qu'on peut le faire. Mais en fait, vis-à-vis d'une personne qui est issue d'une culture qui a été ou qui est encore opprimée, en fait, c'est indécent. C'est-à-dire que vous continuez à perpétuer ce système de domination en filmant et en faisant moins bien quelque chose d'une autre culture que vous dominez, en fait. Et surtout, vous allez en récolter tous les bénéfices. Ça a tellement été normalisé que c'est facile. Pour eux, c'est on peut prendre ce qu'on veut et puis on le réutilise et c'est pas grave. Et franchement, inexistant de la représentation des personnes des communautés LGBT QI asiatiques. Enfin, tout simplement parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces histoires-là. Mais maintenant, ça commence à grossir. Mais je pense qu'il faut pas que je chercher en France ou aux États-Unis, en fait. Il faut chercher, en fait, en Asie directement. Maintenant, en Asie, ils ont des plateformes entières qui sont dédiées aux films et aux séries gays, lesbiens et trans en Asie. Et c'est eux qui seront le plus à même de montrer cette représentation. C'est celle qui sera la plus fidèle. Après, le problème, c'est que moi, j'ai une double culture. Et c'est-à-dire que je ne me sentirai pas non plus complètement représentée par des personnes gays vietnamiennes qui n'ont pas du tout le même vécu. Et donc si moi j'ai vu une représentation la plus fidèle, finalement celle que j'avais c'était celle des drag queens asiatiques de RuPaul. En fait, c'est celles qui ont vécu dans une société très blanche en étant en fait éloignées du pays de leurs parents ou grands-parents, dans une communauté finalement très petite. Mais effectivement, si on veut des représentations comme ça aujourd'hui, soit on les fait nous-mêmes, soit on doit attendre, je sais pas, 10 ans, 20 ans, je sais pas. Mais d'ailleurs, est-ce que toi, quand tu t'es décidé à faire du drag, est-ce que c'était juste parce que t'aimais ça de manière générale, ou tu t'es dit, en fait, je vois peut-être pas, du coup, en tout cas en France, comme on l'a dit, de gens qui me ressemblent, donc du coup, j'y vais. Ça, c'était jamais une question pour moi, en tout cas, jusqu'à ce que je sois vraiment au plein milieu de mon drag où j'ai dit oui, en fait il y a personne et je fais partie des personnes qui représentent cette communauté là, en fait. Je m'étais jamais posé cette question là, en fait, avant, enfin que je pouvais faire partie de la représentation, que cet acte faisait de moi un être en plein milieu de cette représentation en France. Au début c'était vraiment juste parce que j'aimais ça. Après, effectivement, d'avoir une plateforme, tout ça, je me suis dit, cool, je vais pouvoir crier sur les gens qui sont racistes. Mais je m'étais jamais dit, et en plus, tu vas être une bonne représentation d'un homme gay asiatique en France. Jamais je m'étais dit ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai eu des retours de personnes, aussi bien
des femmes ou que les hommes asiatiques qui m'ont dit que en fait ils avaient jamais été aussi touchés de voir quelqu'un les représenter ou parler de leur vie. Et ça m'a donné un gros coup. Je sais pas si c'était un gros coup au moral ou un gros coup de boost, peut-être un peu les deux. Parce que je dis, si vous avez moi comme représentation un peu médiocre, c'est un peu dommage. Mais en même temps, j'ai dit, bon bah du coup, faut que tu bosses un peu plus pour faire des choses mieux quand même. Mais évidemment, ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Flamboyante est une création Mauvaise Tête, je suis Arthur Lefebvre. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à t'abonner. À très vite pour un nouvel épisode.